Bonjour à toutes et à tous. On vous propose sur Blast, en ce vendredi, un entretien qui exceptionnellement ne concerne pas l'écologie, puisque notre envoyé spécial à la COP26, Paloma Moritz, tout juste rentré de Glasgow, vous prépare un compte-rendu particulièrement riche pour le début de la semaine prochaine. L'entretien que l'on vous propose aujourd'hui traite d'une problématique inédite qui sonne vraiment comme une alerte. Elle concerne le SBS. Le SBS, c'est le syndrome des bébés secoués. C'est une catégorie née aux États-Unis dans les années 70 qui traduit l'identification des cas de secouement de bébés à partir de la découverte d'hématomes au niveau du cerveau ou d'hémorragie rétinienne. L'avocat Grégoire Étriard, dont le cabinet se charge exclusivement des affaires de bébés secoués, interrogé par le journaliste Bernard Nicolas, pointe une recrudescence problématique d'affaires liées au SBS. Alors, il faut partir de la base. De toute façon, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas secouer un enfant. Et qu'il y a de la maltraitance, ça existe. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de la maltraitance et qu'il faut combattre la maltraitance et qu'il faut condamner, et même sévèrement, les gens qui font du mal à des nourrissons. Le problème, c'est qu'on arrive à des situations où des gens qui n'ont aucun antécédent, aucune raison de faire du mal à un enfant, eh bien, se retrouvent accusés de cela, et tout le monde se dit, il cache bien son jeu. Alors, au lieu de se dire, il y a peut-être un problème avec la théorie. Le problème, c'est que depuis l'importation de cette méthode de diagnostic en France, de nombreux observateurs notent une prolifération de SBS, au point de parler d'épidémie. Et ces expertises, souvent sans appel, plongent de nombreuses familles dans des situations dramatiques. La Haute Autorité de Santé a fait le choix de prendre 5 personnes, dont aucun n'est neuropédiatre, c'est-à-dire spécialisé dans finalement le crâne des enfants et les saignements qui peuvent y intervenir, et même, je dirais, aucun n'exerçant la pédiatrie. Donc vous voyez que c'est très étrange qu'on prenne des gens qui ne sont pas spécialistes de la matière sur laquelle ils sont censés établir la Bible utilisée par tous les hôpitaux de France. Moi, je ne le comprends pas. Ce sont précisément les effets pervers du système ainsi mis en place que dénonce l'avocat en répondant aux questions de Bernard Nicolas, qui est un journaliste collaborateur régulier de Blast, co-auteur notamment des enquêtes sur le Qatar, mais qui surtout, depuis de nombreuses années, enquête sur ce thème. Il démontre aussi la faillibilité des experts judiciaires dans ces dossiers. Vous pourrez d'ailleurs, à l'issue de cet entretien, en guise de bonus, découvrir un extrait de son documentaire, un documentaire poignant, consacré à ce sujet au CHU de Strasbourg. Je vous invite aussi à retrouver sur notre site l'enquête qui accompagne cet entretien, enrichie de plusieurs sources et documents. Des contenus différents pour vous permettre de creuser un même sujet, c'est l'ambition que nous cultivons et que nous poursuivons avec toute l'équipe de Blast. C'est aussi pour cela que nous avons besoin de vous. Alors, si vous voulez nous soutenir ou nous aider, vous pouvez vous abonner ou faire un don en vous rendant sur notre site blast-info.fr. Bon entretien et à bientôt sur Blast. Maître Étriard, bonjour. Première question, je sais que vous avez à votre cabinet plus d'une centaine de dossiers de personnes accusées d'avoir secoué leur bébé. Comment avez-vous découvert ce phénomène, ce qu'on appelle communément le syndrome du bébé secoué? Alors moi, j'ai eu un premier dossier. J'ai eu un père qui était en garde à vue. À l'époque, je faisais beaucoup de commissions d'office. Et c'était au début de l'installation de mon cabinet. Et donc, c'est la rencontre un peu fortuite avec ce dossier, cette personne. Et initialement, je dois dire que j'avais aucune raison de remettre en cause des expertises qui disaient « c'est sûr, ce monsieur a secoué son enfant ». Je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'il était totalement détruit. Il venait d'enterrer son fils, il était dans un état psychologique d'une énorme faiblesse, et tout à fait disposé à entendre qu'il pouvait être responsable de la mort de son fils. C'est ça qui était étrange, c'est-à-dire que il disait « moi, je suis peut-être responsable, expliquez-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Mais vous me dites que j'ai secoué, ça, je peux vous dire que je ne l'ai pas fait. » C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison, finalement, qu'il mente sur ce point. Donc il y avait ces expertises qui étaient extrêmement affirmatives,
et un homme qui était pas du tout dans une optique de défense, mais plutôt dans une optique de vérité, et qui disait, moi, je veux bien vous dire exactement comment ça s'est passé. Si je suis responsable, je peux vous assurer que j'assumerai tout ce que j'ai fait, mais ça, ce que vous dites, ce secouement, ça, je l'ai pas fait. Alors, je me suis intéressé à ces expertises, et là, j'ai découvert un abîme. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, il se trouve que d'abord, l'essentiel des allégations de ce syndrome c'est fondé essentiellement sur des statistiques. Et il se trouve que les statistiques, j'aime ça m'intéresse. Quand on regarde les publications de tout ce qui a trait à ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire ce qui est basé sur les cas, on prend des échantillons d'enfants dont on pense qu'ils ont été secoués, puis on fait des études là-dessus. Il se trouve que statistiquement, c'est extrêmement faible, et on arrive à quelque chose de complètement circulaire, c'est-à-dire que la personne qui publie l'article de recherche dit, moi, voilà, je prends des enfants, pour moi, ceux-là ont été secoués, ceux-là n'ont pas été secoués, et sur ceux qui sont secoués, je vois ceci, cela, donc ça prouve que quand on secoue, eh bien, les enfants sont comme ci et comme ça. C'est oublier qu'au départ, celui qui a écrit l'article a déterminé que ces personnes-là ont été secouées. Donc, cette circularité, je l'ai découverte en regardant les articles, et finalement, je me suis rendu compte qu'on accusait énormément de gens à tort, et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir inviter tous vos téléspectateurs et finalement le peuple français à voir un peu que sur les grandes masses, les gens n'ont aucun parcours qui justifierait, qui même pourrait donner une moindre allégation de secouement. J'ai pu démontrer que sur mon échantillon, il y a 90% des gens qui ont un casier vierge. J'ai dedans des gens qui ont mis 7 ans à avoir leur enfant. J'ai un dossier dans lequel vous avez 3 enfants, des triplés, qui ont les 3 enseignements intracrâniens, et on me dit les 3 ont été secoués. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de penser qu'il y a peut-être une maladie génétique ? C'est aberrant. Les situations auxquelles donnent lieu les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui sont la Bible de ce sujet, eh bien, sont aberrantes, et personne ne les voit parce qu'on se focalise sur des termes extrêmement compliqués de médecine, au lieu de se focaliser sur les résultats. Les résultats sont aberrants, et il faut que les gens ouvrent les yeux, au lieu de se dire eh bien, finalement, ce n'est pas ce qu'on croit. Parce que le problème, c'est qu'on arrive à des situations où des gens qui n'ont aucun antécédent, aucune raison de faire du mal à un enfant, eh bien, se retrouvent accusés de cela, et tout le monde se dit, eh bien, il cache bien son jeu. Alors, au lieu de se dire, il y a peut-être un problème avec la théorie. Pour un téléspectateur de Blast qui ne connaît pas obligatoirement les critères qui font que des experts vont dire de manière péremptoire, oui, c'est un secouement. Sur quelle critères se base-t-il, pardonnez-moi, pour affirmer qu'un enfant a été secoué ? Alors, il faut partir de la base. De toute façon, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas secouer un enfant. Et qu'il y a de la maltraitance, ça existe. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de la maltraitance et qu'il faut combattre la maltraitance et qu'il faut condamner, et même sévèrement, les gens qui font du mal à des nourrissons. Tout le monde est d'accord. J'ai 3 enfants et évidemment, j'ai bien l'intention que les gens qui s'occupent de mes enfants les traitent bien. Il n'y a aucun sujet. La thèse du syndrome du bébé secoué, c'est qu'on pourrait causer un certain type très spécifique de saignement intracrânien en secouant un enfant. Ces saignements, c'est un hématome sous-dural, des hémorragies rétiniennes et une rupture des veines ponts. Je ne rentre pas forcément dans tout ce détail, mais simplement pour dire qu'il y a un saignement spécifique qui serait, on dit pathognomonique, c'est-à-dire révélateur d'un secouement. Cette thèse permettrait, lorsqu'on a un enfant qui arrive à l'hôpital avec un saignement intracrânien, de repérer sur la radio, faire la différence entre un enfant qui aurait été secoué et un enfant qui n'a pas été secoué, mais qui a un problème qui lui est lié, soit parce qu'il a une maladie qui fait que ça saigne spontanément, soit parce qu'il a des éléments favorisateurs qui font qu'avec un petit choc de la vie courante, un petit problème, eh bien, ça saigne à l'intérieur de son cerveau, pour être simple. Tout le monde est d'accord pour dire, y compris la Haute Autorité de Santé, pour dire que il y a des causes différentes du secouement qui peuvent créer un saignement similaire au secouement. C'est ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Donc, on peut avoir un certain nombre de maladies rares
notamment qui touchent la coagulation sanguine, différents problèmes liés à l'enfant qui peuvent entraîner des saignements intracrâniens. Du coup, tout le débat porte sur la cause du saignement intracrânien observé qui est compatible avec le syndrome du bébé secoué. Est-ce que cette cause, c'est un secouement, ou est-ce que cette cause, c'est quelque chose qui est propre à l'enfant, une maladie génétique, un autre type de maladie, une infection, etc. Parce que la méningite, par exemple, est un diagnostic différentiel. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé disent simplement, eh bien, quand un enfant arrive avec ce saignement, c'est très simple. Soit il a une cause médicale, soit ce saignement est lié à un secouement. Jusque-là, en fait, tout le monde est d'accord. Mais ce qui est véritablement problématique, c'est qu'à partir de ce moment-là, les recommandations de la Haute Autorité de Santé et tous les experts derrière disent donc, si je n'ai pas d'explication médicale en voyant ce saignement, c'est nécessairement un enfant battu, secoué. Et ça, c'est assez problématique parce que qu'est-ce qui se passe si jamais cette explication, autre que le secouement, est une maladie très très rare que celui qui observe l'enfant ne connaît pas? Ou une maladie qu'on n'a pas eu le temps encore de retrouver, ou même une maladie que nous ne connaissons pas encore, parce qu'on sait bien que tous les jours on retrouve de nouvelles maladies. Eh bien, si vous reprenez cette manière de réfléchir, on voit donc un enfant avec un saignement typique, dont on ne sait pas vraiment quelle est l'origine, c'est forcément un enfant battu. Alors, qui a rédigé les conclusions, des recommandations du guide de bonne pratique, on va dire, de la Haute Autorité de Santé? Alors, on pourrait s'attendre à ce que ce soit des gens qui sont spécialisés dans la matière, neuropédiatres, pédiatres. La Haute Autorité de Santé a fait le choix de prendre 5 personnes dont aucun n'est neuropédiatre, c'est-à-dire spécialisé dans finalement le crâne des enfants et les saignements qui peuvent y intervenir, très étrange, et même, je dirais, aucun n'exerçant la pédiatrie. Il y a une personne qui est pédiatre de formation, mais qui exerce de la médecine légale depuis 1995. Au moment où les recommandations ont été édictées en 2011, réactualisées en 2017. Donc vous voyez que c'est très étrange qu'on prenne des gens qui ne sont pas spécialistes de la matière sur laquelle ils sont censés établir la Bible utilisée par tous les hôpitaux de France. Moi, je ne le comprends pas. Le problème, c'est que ces experts, si je ne m'abuse, on les retrouve beaucoup dans les dossiers que vous avez à traiter, vous. Le choix a été de prendre des experts judiciaires. Au lieu de prendre des experts, des personnes qui pratiquent, on a pris des experts judiciaires, qui ont donc établi, conformément à leur pratique en réalité, des recommandations qui sont en fait destinées au monde judiciaire, et qui sont donc appliquées par le monde judiciaire, et je le dis sans discernement. C'est un véritable problème. Toutes les expertises médicales dans le monde judiciaire, nous, on a fourni, dans le cadre de notre contestation des recommandations, plus de 300 décisions qui se fondaient explicitement ou implicitement sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour diagnostiquer le syndrome du bébé secoué. Ça ne fait pas un pli, les recommandations de la Haute Autorité de Santé fondent toutes les procédures de syndrome du bébé secoué en France, toutes. Et il se trouve, pardon, juste pour finir, que les 5 experts qui ont été désignés par la Haute Autorité de Santé sont comme les libéraux au football. On les retrouve dans les goals, en défense, en milieu et en attaque. Ils sont à la fois rédacteurs des recommandations de la Haute Autorité de Santé, ils forment les juges et les policiers pour leur dire voilà comment sont les recommandations, ils sont désignés comme experts judiciaires au cours des instructions pour déterminer que oui, il s'agit bien d'un syndrome du bébé secoué, et on les retrouve à l'audience pour dire ce monsieur, cette dame, vous pensez qu'elle n'a rien fait, elle a l'air gentille, il n'y a pas eu de problème, mais vous savez, moi, je vous le dis, c'est sûr que c'est un syndrome du bébé secoué. Et on ne peut jamais s'en sortir parce que quand on demande une contre-expertise, on en a un autre. Ou une personne avec qui ils ont eu des publications. Ou une personne qui n'a pas beaucoup de recul par rapport aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et si on a le malheur de dire, mais attendez, tout cela est quand même très, très, très endogène, il faudrait peut-être essayer d'en sortir, et de prendre des médecins dont c'est la pratique extérieure, et bien là, on les discrédite, on explique qu'en fait, ce sont des gens qui cherchent la gloire, etc. Et on a énormément de mal à se faire entendre dans le système judiciaire. Et le pire, c'est qu'à la fin, bien entendu, il est difficile de s'en sortir face à des expertises qui sont aussi certaines parce que vous comme moi, comme tout le monde, quelqu'un qui vient en blouse blanche, qui dit « je suis sûr et certain », qui parle sur un sujet extrêmement technique, se dit « il a probablement raison ». Donc il y a des condamnations, et ces condamnations sont utilisées pour dire vous voyez bien qu'il a été secoué, cet enfant.
totalement circulaires. Et ces publications, qui sont fondées exclusivement sur les condamnations judiciaires, sont celles qui sont utilisées pour valider les recommandations de la Haute Autorité de Santé. La boucle est bouclée. Selon vous, c'est quoi? L'hôpital se couvre, c'est le principe de précaution appliqué de manière très rigoureuse, trop rigoureuse à vos yeux? Comment? Parce que dans tous les dossiers, on voit ça. La personne, l'enfant a un trouble, on va à l'hôpital. L'hôpital ne cherche pas plus loin à l'apparition des hématomes, en l'occurrence au niveau du cerveau, et fait un signalement. Alors, la racine du mal, c'est très clair, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, c'est pas l'hôpital. Parce que l'hôpital, c'est naturel, applique les recommandations de bonne pratique d'une institution, la Haute Autorité de Santé, dont elle ne peut pas imaginer que vous voyez, elle fasse autre chose que d'essayer de faire en sorte de faire des bonnes pratiques. Donc les racines du mal, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Les recommandations expliquent qu'il faut aller très très vite, que finalement les diagnostics différentiels, ils sont énumérés dans une demi-page simplement de l'ensemble de ces recommandations, alors que c'est évidemment essentiel. Et dans cette demi-page, j'invite tous les téléspectateurs à aller les vérifier. On vous explique grosso modo que c'est très rare, ça sert pas à grand-chose. Enfin, il faut le faire, quoi, mais c'est pas non plus l'essentiel. L'essentiel, c'est de vite protéger l'enfant, de faire un signalement et, le cas échéant, de le placer. J'ai démontré que dans les dossiers que j'ai eu à connaître, pas simplement les miens, 98,8% de placement. C'est-à-dire qu'en fait, tous les enfants sont placés, toujours, à l'issue du signalement initial par le procureur de la République qui fait suite au celui effectué par l'hôpital. Je pense que le sujet principal, c'est l'absence de recul, de mesure, de raison au moment où on voit un saignement intracrânien et d'approfondissement des diagnostics différentiels. Il faut passer plus de temps à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette famille? Est-ce que cet enfant n'a pas eu un problème au moment de son accouchement? Tous ces sujets-là qui sont balayés en l'espace d'une demi-journée en général, ou une journée, parfois 2-3 jours, ça dépend, mais on fait par exemple, devrait faire des études de coagulation beaucoup plus poussées que ce qu'on fait en général, et ça va très très vite. Le dossier est immédiatement transféré dans la médecine légale de l'hôpital, et puis les assistants sociaux, qui évidemment font leur travail conformément à ce qu'ils doivent faire. On leur dit, c'est sûr, il y a un secouement. Bon, mais moi, je me mets à leur place, je comprends très bien. Immédiatement, je fais une enquête sociale, je la transmets au juge des enfants. Donc, la racine du mal, ce sont vraiment ces recommandations excessives. À partir du moment où on aura une publication qui sera beaucoup plus mesurée, je le répète, il ne faut pas secouer son enfant, bien entendu, et il faut poursuivre les gens qui secouent les enfants, bien entendu, mais il faut le faire avec mesure, en fonction de l'état de la science avéré, et en essayant de préserver les familles des fausses accusations qui, en ce moment, à mon avis, forment peut-être une grosse majorité des accusations. C'est ça qui est dramatique. Maître, vous contestez, depuis quelque temps déjà, ces recommandations de la Haute Autorité de Santé. Vous l'avez déjà fait devant le Conseil d'État, où on vous a renvoyé dans les cordes. Le Conseil d'État ne s'est pas prononcé notamment sur les questions de conflit d'intérêts majeurs que nous avions soulevées devant la juridiction, et en particulier la manière dont ces recommandations ont été financées par une association qui était présidée par la personne qui a présidé les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc c'est vrai qu'il y a quand même aussi des questions qui se posent, je ne dis pas que, voilà, en tout cas ce sont des questions qui se posent, et le Conseil d'État ne s'est pas prononcé là-dessus. Et il a été beaucoup plus mesuré que ce qui a été dit dans la manière dont il a refusé l'annulation des recommandations, puisque il a bien expliqué qu'il fallait absolument travailler les diagnostics différentiels. Ce qui figure effectivement dans les recommandations, mais qui n'est pas fait suffisamment en pratique. C'est bien ça que nous avons essayé de déférer, et c'est là où, pour le coup, bien nous avons trouvé le Conseil d'État frileux, c'est que le Conseil d'État est resté extrêmement formel, en prenant paragraphe par paragraphe, après vous me direz c'est son rôle, mais en paragraphe par paragraphe les recommandations, sans voir la pratique. Parce que les recommandations sont excessives, mais si vous les trouvez excessives, attendez de voir la pratique de l'application de ces recommandations, qui est encore plus excessive que les recommandations. Je prends un exemple. L'hydrocéphalie externe, l'élargissement des espaces sous-arachnoïdiens, un terme barbare, mais qui est le terme exact aujourd'hui. C'est un crâne qui grossit trop vite. Voilà. Qui grandit trop vite. Oui. Voilà. Excès de liquide céphalorachidien, une tête pleine d'eau, pour parler clairement, et qui donc fait que le crâne s'étend, et ça provoque... Il y a des publications qui expliquent bien
que ça peut provoquer des saignements spontanés ou par des petits chocs de la vie courante. Bien, la Haute Autorité de Santé écarte cette explication alternative au secouement pour des saignements intracrâniens pour un enfant qui a une hydrocéphalie externe. Eh bien, la manière dont c'est dit dans les recommandations, c'est il n'y a pas d'argument dans les littératures mondiales en faveur du fait que l'hydrocéphalie externe favorise le saignement. Bon, c'est fallacieux parce qu'il y a un certain nombre de publications qui sont contraires, mais je l'ai eu à l'occasion d'en parler à l'audience avec la présidente de la Haute Autorité, du groupe de travail sur la Haute Autorité de Santé, qui m'a dit « Oui, mais ces arguments ne me convainquent pas ». Ah bon, bah alors d'accord, effectivement, si ce sont des publications à comité de lecture, mais que ça ne vous convainc pas, bah vous avez le droit de marquer, paraît-il, dans une publication de ce type, ah bah non, il n'y a pas d'argument. Bon, le Conseil d'État dit, moi j'ai bien remarqué qu'il y avait marqué qu'il n'y avait pas d'argument, donc il faut vérifier, mais pour cela, nous ne mettons pas de côté cette publication. Mais en réalité, en pratique, c'est encore pire que ça, parce que les recommandations disent qu'il n'y a pas d'argument, on peut se dire c'est un débat. Mais en pratique, lors de l'application de ces recommandations, la quasi-totalité des experts et des expertises reviennent avec l'hydrocéphalie externe ne peut pas provoquer ou favoriser de saignement intracrânien chez l'enfant, ce qui n'est pas ce que disent même les recommandations. Ça, c'est un sujet majeur. Ça a l'air d'être un sujet très pointilleux. C'est pas du tout pointilleux. On va au-delà des textes. On va non seulement au-delà des textes, mais sur un sujet absolument majeur, parce que j'ai pu démontrer que dans mes cas, l'hydrocéphalie externe représente à peu près un tiers des cas. Et dans l'association que je représente, qui s'appelle Adikia, ça tourne entre 33-50% des cas avec des enfants qui ont des signes d'hydrocéphalie externe. Sachez que l'hydrocéphalie externe touche 0,6% des enfants. Comment ça se fait que dans un échantillon pris au hasard, alors de gens qui disent qu'ils n'ont pas secoué leur enfant, mais ça fait quand même beaucoup. Moi, sur 125 dossiers, il faut savoir qu'il y a à peu près 200 dossiers par an en France. Donc 125 dossiers, c'est un très très gros échantillon. Les publications sur le syndrome du bébé secoué, souvent, tournent autour de 3-4 enfants, et quand elles sont vraiment très très respectées, elles tournent à 70, et il y en a une ou deux qui dépassent 100. Donc c'est un gros échantillon. Comment ça se fait qu'on le retrouve autant ? Et ça va dans le même sens qu'une autre aberration à laquelle a conduit les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est que on trouve, quand on fait les études épidémiologiques, à quoi ressemble un bébé secoué. À chaque fois qu'on fait cette étude, on tombe sur 75% de garçons. Et ça, personne n'est capable de l'expliquer. Alors, il y a bien des hypothèses émises par les gens de la Haute Autorité de Santé qui seraient que les garçons crient plus fort. Voilà, donc on a plus envie de les secouer. Je trouve ça consternant, et c'est pas simplement consternant, ça a déjà été démontré comme faux, puisqu'il y a eu des études, il y a des gens qui ont pris du temps pour aller regarder si les filles crient plus que les garçons. Il se trouve que l'étude, la conclusion, c'est que c'est égalitaire, comme ce que ça devrait être sur le salaire et autre chose. Je dis ça en passant. Mais c'est égalitaire, et il y a absolument aucune raison qu'il y ait plus de secouements de garçons que de filles. Aujourd'hui, on vous dit, on sait pas, et il faudrait faire des études. Moi, j'ai une explication alternative. C'est que l'hydrocéphalie externe touche à 75% les garçons. Alors vous voyez, si on refuse l'hydrocéphalie externe comme explication d'un saignement intracrânien, que donc à chaque fois qu'il y a, admettons que j'ai raison, une hydrocéphalie externe, que l'enfant du coup saigne plus facilement, il est amené à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, il n'y a aucune explication. Aucune explication, vous vous souvenez du raisonnement de la Haute Autorité de Santé, aucune explication, syndrome du bébé secoué. Le père, la mère disent « Non, mais il a une hydrocéphalie externe. » Ah mais ça, on refuse cette explication. Donc il n'y a aucune explication, syndrome du bébé secoué. Si ça, c'est une grande partie des enfants, eh bien, on va retrouver une majorité de garçons dans l'étude épidémiologique. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça fait très peur, parce que ça veut dire qu'on ne se trompe peut-être pas sur quelques bébés. Et c'est déjà très grave de se tromper même sur un ou deux. Ça veut dire que c'est des gens qui prennent entre 13 et 15 ans de prison. C'est des gens qui sont séparés de leur enfant. J'ai montré que le placement d'un enfant, en général, les syndromes du bébé secoué, c'est 75% des enfants ont moins de 6 mois. Les placements, ils sont de l'ordre de 80% au-delà de 6 mois. Donc, c'est-à-dire que pour l'ensemble de leur vie déjà vécue, ils sont placés, on sépare des familles. Même pour un enfant, ce serait un scandale. Mais là, ce ne serait pas quelques-uns. Ce serait une grosse partie. Et ça, c'est ce que je pense, et c'est dramatique. Et c'est pour cela qu'il faut impérativement qu'on revoie ces recommandations, qu'on retravaille sur le syndrome du bébé secoué.
en vue, bien entendu, de se battre contre la violence infantile, mais aussi de faire très attention à ce qu'on fait. Est-ce que la France est un cas particulier? Parce que j'imagine que quand vous avez cherché des publications pour apporter, par exemple, des diagnostics différentiels, vous vous êtes penché sur une littérature internationale. Est-ce que la France est vraiment un cas particulier aujourd'hui? Alors, je dois dire que je suis en contact avec beaucoup de personnes, de médecins, d'avocats, de personnes poursuivies dans différents pays du monde, aux États-Unis, en Canada, en Angleterre, en Suède, au Japon. J'ai une délégation qui est venue me voir. Et ils sont quand même assez consternés par le niveau de nos recommandations. Le problème du surdiagnostic de syndrome du bébé secoué est vécu différemment selon les pays. Il y a des pays qui ont complètement abandonné l'utilisation de cette thèse au niveau radiologique. C'est différent après. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, si on fait une enquête sociale, une enquête familiale, là, il y a des gens qui secouent leur enfant, hein, c'est sûr, et ils doivent être poursuivis. Et les enfants doivent être protégés. Je parle vraiment de ce niveau radiologique. On regarde une radio, on dit, ah ben ça, c'est sûr que c'est le syndrome du bébé secoué. C'est totalement abandonné en Suède. Ils ont complètement arrêté. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait une étude sérieuse par la Haute Autorité de Santé suédoise en 2016, qui a dit le fondement scientifique de la capacité de repérer un enfant secoué par rapport à un autre sur une radio sont insuffisantes. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs une réactualisation des recommandations en 2017 en France pour réaffirmer que nous, on voit les choses différemment. Mais on ne peut pas balayer ça d'un revers de main parce que la Haute Autorité de Santé suédoise, c'est avec le Karolinska Institute qui remet le prix Nobel de médecine. Ce ne sont pas des imbéciles. Les gens qui ont fait ça, ils l'ont fait très sérieusement. Ils ont revu la même publication que celles qui ont été vues par la Haute Autorité de Santé française. Et eux, ils arrivent à une conclusion radicalement différente. Au minimum, il y a un doute. Arrêtons de dire que le secouement est certain. Dans les autres pays, par exemple, je peux prendre aussi l'exemple du Canada. Au Canada, il y a eu des études sur la possibilité qu'on ait fait des grosses erreurs de condamnation sur le base du syndrome du bébé secoué, notamment en ce qui concerne la chute de faible hauteur, c'est-à-dire une chute de moins d'1,50 m. Il faut savoir que les recommandations de la Haute Autorité de Santé prennent la position extrême, et à mon avis résolument fausse, selon laquelle une chute de moins d'1,50 m ne peut jamais entraîner de saignement intracrânien typique du syndrome du bébé secoué, sauf si il y aurait une fracture, enfin bref. Et ils disent que c'est dans un cas extrêmement rare et que dans ce cas-là, il n'y a pas d'hémorragie rétinienne. Enfin bref, je vous passe les détails, mais en gros, sur les grandes masses, ils disent chute de faible hauteur, impossible de le confondre avec le syndrome du bébé secoué. Ça a donné lieu au Canada à des études et on avait condamné des gens avec les mêmes arguments que ceux qu'on ressort dans les cours d'assises, dans les tribunaux correctionnels, en disant pour que ce soit la même chose, pour qu'on voit la même chose que ce saignement, une chute de faible hauteur est totalement insuffisante. Il faudrait que ce soit une chute de plusieurs étages ou d'être dans une voiture et d'avoir un accident. Alors au départ, moi, il y a quelques années, on me disait 90 km/h. Maintenant, j'ai entendu récemment 160 km/h, 180 km/h. Bon, il n'y a plus de limite, hein, pourquoi pas 350. Quand on est évidemment à une chute de plusieurs étages, je pense que n'importe qui sait bien qu'un nourrisson qui tomberait de plusieurs étages, je crois que c'est beaucoup plus grave qu'un saignement intracrânien, ce qui lui arrive sur sa tête. Hein. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut mettre un peu de mesure dans tout ça, et mettre un peu de mesure notamment dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui sont vraiment la racine du mal, parce qu'une fois qu'on aura changé cette publication, eh bien les hôpitaux se conformeront bien entendu aux publications des experts sur le sujet. Avant-dernière question, vous allez faire une démarche auprès de la CEDH, compte tenu de ce qui se passe dans certains pays d'Europe, où on a reculé par rapport aux critères initiaux du syndrome du bébé secoué. Est-ce que vous avez un espoir ou pas ? Je pense que pour des raisons juridiques, nous allons voir quel va être le succès de notre demande. C'est un peu comme devant le Conseil d'État. Je désespère de ce que le système judiciaire dans son ensemble ait une approche extrêmement littéraire des recommandations de la Haute Autorité de Santé, au lieu de voir tout à la fois que le rapport, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont contraires à énormément de choses qui sont dites dans les annexes, que donc il y a déjà un vrai problème, parce qu'ils disent des choses, mais c'est en fait extrême par rapport aux publications qu'ils citent, que ça a été fait en plus
cette revue de la littérature a été faite dans des conditions qui sont quand même extraordinairement contestables, avec un tout petit groupe de personnes qui ensuite se retrouvent à faire une grande partie des expertises en France. Au lieu de cela, en fait, on a une approche qui est vraiment extrêmement juridico-juridique, et ça, c'est désolant. Voilà, c'est désolant. Et nous, on se retrouve du coup devant le tribunal correctionnel ou à la cour d'assises, à devoir rentrer dans un degré de détail, notamment médical, qui est inaudible, extrêmement compliqué. Et moi, on me dit régulièrement, écoutez, maître, nous ne sommes pas médecins, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors que c'est précisément l'objet de l'accusation. Et je veux simplement dire une chose, parce qu'il y a une succession de choses impossibles pour les parents. On leur demande de se défendre, mais sachez que dans le système judiciaire, ils n'ont jamais accès au dossier médical de leur enfant. C'est extrêmement compliqué. Alors, on peut de temps en temps, par la voie administrative, en récupérer, mais c'est de plus en plus difficile. On nous fait toutes sortes de difficultés. Et il y a énormément de parents à qui on demande d'avoir une explication sur les saignements de leur enfant en leur refusant même le carnet de santé. Comment voulez-vous faire ? Ouais. C'est impossible. Vous avez des experts qui vous disent c'est comme ci et ça. Vous dites mais moi je vous dis que j'ai pas secoué. Et on vous dit expliquez-moi. Et vous n'avez pas les données médicales pour le faire. Maître, vous découvrez ce phénomène en 2013, ce que vous nous disiez au début de cet entretien. Qu'est devenu le papa que vous avez défendu bec et ongle, j'imagine ? Il a été acquitté en première instance et le parquet, l'accusation, a fait appel. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un appel alors que finalement toute la famille soutenait le père, puisque tout le monde sait qu'il n'a rien fait. Cet enfant avait une infection. C'est avéré par un marqueur infectieux qui s'appelle la procalcitonine à l'entrée à l'hôpital et avéré, malheureusement à l'autopsie, de cet enfant qui avait un certain nombre d'abcès qui n'ont pas pu se développer au cours de l'hospitalisation, n'en déplaise à ce qui nous avait été dit par un certain nombre d'experts en première instance. Cet appel arrive bientôt devant la cour d'assises et j'espère bien qu'il sera réacquitté. Je crains bien entendu que les affirmations péremptoires, quoique fausses sur le plan scientifique, soient suivies parce qu'il est extrêmement difficile à la cour d'assises, et je n'en veux pas aux jurés, il est extrêmement difficile de se convaincre quand on a des professeurs de médecine qui disent c'est comme ça et pas autrement, même quand ils sont dans l'erreur médicale, ce dont je suis intimement convaincu. Donc nous avons effectivement essayé de bien expliquer, essayer de bien expliquer les raisons pour lesquelles il est évident que ce pauvre enfant a subi une méningite, est décédé d'une infection. Mais voilà, 8 ans de procédure, une famille vraiment, on va pas dire détruite, mais très 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 affectée. Et c'est horrible de voir cela pour un enfant qui a été malade. C'est terrible de voir la débauche d'énergie, de malheur qu'on ajoute à ce qui est d'abord un malheur dont il est extraordinairement difficile, si c'est possible, de se remettre. Merci beaucoup. Merci. Comme je vous l'avais annoncé, je vous invite désormais, à l'issue de cet entretien qui, j'espère, vous aura intéressé, de découvrir un extrait du documentaire de Bernard Nicolas consacré à ce même sujet au CHU de Strasbourg. Ce 25 juin 2015 est un grand jour pour Fanny et Cédric, son compagnon. Leur fils, Lucas, vient de naître après un accouchement difficile qui aura duré 11 heures. Alors que la gynécologue de la jeune maman recommandait un accouchement par césarienne, celui-ci a eu lieu par voie basse à l'aide de spatules. Très vite, le bébé présente des troubles inquiétants. Dès le lendemain, en fait, il commence à avoir des spasmes et il avait des grosses boules au niveau de la tête, des tempes, des deux côtés. Et la pédiatre, quand elle est venue, elle m'a dit que c'était normal, que c'était dû aux spatules. Et c'est là où on a commencé déjà un petit peu à s'inquiéter. On a posé la question à tous les médecins qui nous entouraient et qui nous ont dit « Non, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est à cause des forceps que ça a créé ça, mais il n'y a pas de dommages derrière. » Rassurés, Fanny et Cédric rentrent chez eux. Alors les premiers jours se passent très mal, donc j'ai fait appel justement à une sage-femme pour qu'elle vienne tous les jours. Et elle, pareil, elle a constaté les spasmes qu'il avait. Donc au début, elle me croyait que j'étais une toxicomane.
Donc elle m'a dit on dirait que c'était un manque. Du coup, je lui ai expliqué que non, j'ai jamais touché à ça. Et après, au bout d'un moment, ça allait plus du tout. Ses pleurs étaient incessants en journée. Par contre, la nuit, il se réveillait pas du tout pour réclamer un biberon. Il y avait rien. Il faisait des nuits complètes. Et après, au bout d'un moment, de 4-5 jours, j'ai dit non en fait. Et je suis partie aux urgences à Haute-Pierre. Alors à cette première consultation des urgences, tout simplement, il est hospitalisé un jour. On me dit que je suis trop inquiète, qu'il n'y a rien, qu'il va très bien et que tout est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des examens qui sont pratiqués ? À part, il y a un scanner qui est pratiqué et des prises de sang. Et le résultat du scanner est normal ? D'après le rapport, le résultat est normal, mais d'après le scanner, non, il y avait un écoulement de sang au niveau des méninges. Et ça, on vous le dit ? Non, je ressors sans les examens, effectivement, juste avec une lettre de sortie qui est accablante. On me dit qu'il a un regard en coucher de soleil, qu'il tremble, que son rythme cardiaque est trop accéléré, qu'il a un problème au niveau d'un œil, un nystagmus ça s'appelle, et on me laisse sortir comme ça. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire tout ça ? Oui, j'ai regardé du coup sur internet en rentrant. Et après j'ai appelé une tante qui est infirmière par rapport à tout ça, qui m'a dit que ça peut être de l'hypertension intracrânienne. Personne ne vous explique ? Non, car ils m'ont dit que tout allait bien, que j'étais juste trop inquiète. Mais par la suite, on a dû se rendre en urgence après mon travail. J'ai dû rentrer assez rapidement pour aller voir un médecin à Vendenheim. Et lui, par contre, elle, a mesuré le périmètre crânien et a dit qu'il y avait un souci. Et pourtant, 3 jours avant, on nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il était normal. Retour aux urgences à Haute-Pierre sur les conseils de la pédiatre, inquiète du périmètre crânien anormal. Pourtant, le jeune couple et leur bébé sont renvoyés chez eux. Mon conjoint était en train de changer Lucas. Et quand j'ai enlevé la vieille couche qui était pleine, c'est là qu'il a régurgité tout le repas qu'il avait pris, oui. Voilà, et c'est là que j'ai compris que, quand j'ai entendu sa respiration, qu'il était en train de s'étouffer parce qu'il était couché. Et donc j'ai tout de suite pris contre moi et j'ai essayé de le tapoter comme après le manger pour qu'il fasse son rôle et pour qu'il évacue. Et moi j'étais dans la chambre en fait. Et au bout d'un moment, il vient me chercher en panique parce que Lucas avait régurgité et qu'il réagissait plus. Donc du coup directement j'appelle le SAMU. Ils décident de le transporter à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, nos familles arrivent parce qu'on les a prévenus. Et on n'a plus de nouvelles de Lucas pendant de longues heures qui deviennent en fait interminables. Ils n'ont pas fait leur rôle de médecin à essayer de rassurer les parents. Mais alors loin de là, la médecin qui s'occupait du petit est venue nous voir et elle nous accusait directement oui, c'est obligé qu'il est tombé ou que vous avez fait quelque chose, ou que vous l'avez secoué, c'est pas possible autrement. Elle nous a dit ça. Nous, on n'arrive pas à entendre ça, forcément, en tant que parents. On peut vraiment pas imaginer ça. Et elle vient, elle nous balance ça. Alors, ils nous ont annoncé le 13 juillet à 15h, dans la salle d'attente, le décès cérébral de Lucas. Et que si on voulait des explications, il fallait qu'on demande à nos enfants. On nous dit tout de suite qu'on l'a secoué, que c'est la seule explication qu'il y a. Et que les autorités judiciaires sont au courant. Ah non, mais là, c'est la fin du monde. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont pas entendu les enfants, ils nous ont pas entendus. On leur a dit que depuis le début, ça va pas avec Lucas, qu'il y a quelque chose dans son attitude et dans son comportement qui n'est pas normal. Très vite, Fanny et Cédric sont en garde à vue à la gendarmerie. 9 heures pour Fanny, 48 heures d'interrogatoire musclé pour Cédric. Personne ne voulait me croire. Ce que je n'ai pas fait voulait que je le dise, clairement. Ils ont insisté, ils m'ont laissé pourrir en cellule. Ils me ressortaient de la cellule pour après me persécuter à nouveau, pour me faire des gestes. C'est-à-dire des gestes ? Ils me montraient comment secouer un enfant. Et ils me disaient des choses qu'on peut pas dire. Moi, je sais pas, je leur ai dit, c'est pas possible, vous avez pas d'enfant, c'est pas possible. Alors ensuite, Cédric, il est déféré devant un juge des libertés, et donc 48 heures après, et il est directement envoyé en prison à l'Elzo, en détention provisoire. Qu'est-ce qui lui est reproché ? D'avoir tué Lucas. Ils m'ont mis dans un bâtiment de violeurs. Et c'est par la suite de d'autres détenus qui me demandaient « Tu viens d'où ?» Je leur disais « Voilà, je viens de là en bas. »
Ah, t'as violé un enfant, t'as tué un enfant. Je bougeais pas de la cellule. Vous passiez vos journées dans la cellule? Dans la cellule, à la fenêtre, en pleurant. Et puis de voir son fils en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est injuste, c'est tellement injuste et ça nous prend aux tripes. Et on est maman, tout ce qu'on veut, c'est quand notre enfant a un bobo, lui mettre le sparadrap. Eh ben, sauf que là, il n'y a pas de sparadrap. C'est qu'on l'a pas. C'est qu'il n'y en a même pas. On n'a rien, en fait. Les mots sont jamais les bons. On ne sait pas quelle attitude adopter parce que c'est de voir son fils tellement mal, tellement triste, tellement malheureux, c'est difficile. Bien sûr. De pas pouvoir les soulager. Le document qui accable Cédric est un rapport d'autopsie rédigé par Jean-Sébastien Rolle, médecin légiste de Haute-Pierre et un des 5 experts français de ce que l'on appelle le syndrome du bébé secoué. L'épisode de violence est survenu dans les instants qui ont précédé l'appel au secours. L'hématome au niveau des méninges qu'il a observé chez le petit Lucas a suffi à le convaincre que le bébé avait été secoué par son père. Je savais qu'il n'était pas coupable. Je le connais, il était pas du tout violent. Et je le voyais avec notre enfant, il était complètement gaga. Et donc moi, directement, j'essaie de trouver un docteur qui veuille bien m'aider. Et au final, je tombe sur Monsieur Maresco, qui lui accepte de me recevoir. Et au final, qui va tout m'expliquer du début à la fin et pourquoi mon enfant est décédé. Et donc j'ai revu le dossier avec elle et c'était délirant. C'est-à-dire qu'on voyait un enfant dont le développement avait été anormal pendant la grossesse, avec un périmètre crânien qui est augmenté de façon pathologique pendant la grossesse. L'enfant avait été hospitalisé avec un tableau plus que typique d'hypertension intracrânienne. Il avait tous les signes, ce qui est écrit dans le dossier, par les infirmières, par les internes, par les externes, c'est que cet enfant avait donc son regard en coucher de soleil, le nystagmus, un périmètre crânien qui avait augmenté de 3 cm en quelques jours, et il sort avec un diagnostic d'intolérance à la chaleur. Les symptômes de Lucas, c'est les symptômes qui sont décrits dans des bouquins pour étudiants en médecine. Si les médecins s'étaient posés 10 secondes, avaient tapé, même pas sur un site de biographie médicale, Google, ils auraient tapé « regard en coucher de soleil », mais ce regard dévié vers le bas ou cette façon de battre des yeux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les structures en profondeur au niveau du tronc cérébral qui contrôlent les mouvements oculaires sont déjà comprimées. Et quelques centimètres en dessous, c'est les structures qui contrôlent la respiration et le cœur. Donc on passe du regard en coucher de soleil si on ne fait rien, à l'arrêt cardiaque et à l'arrêt respiratoire. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Le travail du professeur Maresco va convaincre les enquêteurs et 2 mois et demi après son incarcération, Cédric est libéré. Je me suis dit, pour moi, c'était parti, j'allais pourrir dans cette cellule, avec des rats, avec des cafards aussi. Pour moi, j'allais pourrir là, et en une fraction de seconde, le maton est arrivé. Monsieur Kunzmann, vous êtes libéré. J'ai dû lui demander le ticket de sortie pour vraiment le croire et pour pouvoir quand même un peu sauter de joie, quoi. J'ai jamais entendu parler de Christian Maresco, je le connais pas du tout. Et quand j'ai appris ce qu'il avait l'intention de faire, ce que lui il en pensait, j'étais content, très content. Je me suis dit que c'est le seul qui pourra sûrement faire éclater la vérité. Et c'est ce qu'il a fait, et je lui en remercie, et je sais pas comment le remercier. On est mercredi 30 septembre, il sort. Il est 3h10, et c'était un beau jour. Il aurait déjà, ce jour-là, aurait dû arriver bien plus tôt. Et puis d'ailleurs, il aurait pas dû y aller, quoi. Donc ouais, c'est un soulagement à se dire, merci monsieur Maresco. Ils m'ont tout de suite dit, au moment où je suis sorti de détention, que j'allais être... que j'étais en conditionnel, que j'étais pas vraiment libéré, que j'étais quand même surveillé. J'ai signé un papier qui me dit que je suis sous contrôle judiciaire. J'ai l'interdiction de quitter le territoire. Et ça fait déjà maintenant 3 ans. Et toujours pas de nouvelles. Moi, j'ai déposé une plainte contre les hôpitaux de Strasbourg pour négligence médicale. Et ma plainte a été classée sans suite. Parce que Cédric est toujours mis en examen. Donc pour le moment, une autre plainte ne peut pas aboutir. Vous êtes en colère encore aujourd'hui ? Oui. C'est surtout le fait qu'on néglige mon fils et après qu'on ose encore nous accuser.
ça passe pas du tout en fait. Eh bien, j'attends et d'une qu'ils abandonnent les poursuites contre Cédric et qui se chargent de trouver les vrais coupables, hein, parce qu'il y en a, ils sont définis dans le dossier. Ils ont tous signé. Tous. Pour vous, les responsables sont à l'hôpital? Ah, y a aucun doute. Nous avons proposé au médecin légiste Jean-Sébastien Rolle de s'exprimer sur ce cas. À l'époque, il n'a pas eu toutes les informations concernant l'état de santé du petit Lucas avant son décès. Et son rapport d'autopsie, concluant à un secouement du bébé, a envoyé un jeune père en prison pour rien. Monsieur Nicolas, bonjour, c'est le secrétariat du professeur Rolle. Donc, j'ai laissé un message à professeur Rolle. Il ne peut donc vous répondre, donc il ne vous téléphonera pas et il ne vous recevra pas dans son bureau. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, monsieur.